Imaginez-vous que des fois, je lis des prix littéraires. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et la vidéo d'aujourd'hui devait s'appeler « Je lis les prix littéraires pour que vous n'ayez pas à le faire ». Sauf que vous allez voir, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Genre, je me suis fait prendre à mon propre jeu. J'avais donc décidé de commencer petit. Je voulais lire le Goncourt des lycéens, le Fémina et le Fémina des lycéens. Sauf que finalement, le Goncourt des lycéens et le Fémina, c'est le même livre. J'ai donc rajouté le prix Médicis parce que c'est un Québécois qui l'a gagné et parce que ça me tentait de le lire en plus, ce qui ne nuisait pas. Puis en plus, maman l'avait bien aimé, fait que je voulais en jaser avec elle. On n'est jamais d'accord. J'ai donc commencé avec le prix Goncourt qui a été remis cette année à Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est un auteur que j'avais jamais lu, qui me tentait pas tant que ça, et quand j'ai entendu dire, cette année, le Goncourt est attribué à un roman grand public pour plusieurs, c'était Le Mal avec un grand M, je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose. J'ai dit, je vais le lire, en plus je trouve que l'image est super belle. Je suis futile des fois, je sais. Et en plus, dans la 4e de couverture, c'était pas si clair que ça pour moi qu'il allait être question de sculpture. Donc, dans ce roman-là, on a Mimo, notre personnage principal, qui présente une achondroplasie. C'est donc une petite personne, ses parents n'ont pas tant de moyens, il va être confié à un sculpteur qui a zéro envergure, zéro ambition, il le maltraite, il en veut, on sait pas trop pourquoi, mais le jeune Mimo, il a du génie dans ses petites mains. Parallèlement à ça, il va rencontrer Viola. Viola, tout lui sourit. Sa famille est prestigieuse, mais notre Miss Viola, elle entre difficilement dans le moule qui a été fait pour elle, et vous allez voir que ça va pas toujours bien se passer non plus. On est dans la campagne génoise, on est entre les deux guerres. Ces deux personnages-là n'auraient jamais dû se rencontrer, mais vous devinez qu'ils vont le faire. Et ils vont nouer une relation qui est très, très intéressante et très, très forte. Même si, étant donné le contexte, vous pouvez vous imaginer que ce sera pas si simple non plus. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. J'ai eu une agréable surprise. Écoutez, mes attentes étaient à zéro. Je ne m'attendais à rien. J'avais entendu tout et son contraire sur ce roman-là. Certains l'avaient beaucoup aimé, d'autres l'avaient trouvé ennuyant, long, sans intérêt. Moi, ça a fait. Donc oui, c'est un roman qui se lit tout seul, c'est un roman qui est hyper accessible. Mais depuis quand c'est une mauvaise chose? J'ai de la misère à comprendre. Oui, il y a certaines facilités. Oui, il y a certaines scènes de beuverie qui auraient pu être moins fréquentes. On aurait pu avoir un peu plus de sculpture. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ces deux histoires-là, c'est-à-dire qu'on a l'histoire de Mimo et de Viola qui vont grandir et également l'histoire de Mimo qui se meurt. Il est sur son lit de mort et il est dans un monastère où a été enfermée une mystérieuse statue, une Pietà qui l'a sculptée et qui a un mystérieux effet sur ceux qui la regardent. J'ai dit mystérieux plein de fois, hein? Ça se peut-tu? Ouais, ça c'est mystérieux. Mimo, il l'a pas eu facile. Il veut être à la hauteur de Viola, son grand amour, la femme qu'il met sur un piédestal, mais il va prendre tout plein de mauvaises décisions. Il est convaincu de son propre talent et lui, il veut réussir, il veut s'élever. On va dire qu'il a la morale un petit peu élastique et qu'il est prêt à beaucoup de choses pour réussir. Tu sais, play by the book, c'est pas tant pour lui. Pour elle non plus d'ailleurs, mais différemment. J'ai énormément aimé le personnage de Viola, qui est une femme qui ne cadre pas avec son époque. C'est déjà pas facile d'être une femme, mais une femme intelligente, qui a des idées, qui les dit. On s'entend que dans l'univers codifié de cette époque-là, ça l'allait pas vraiment, surtout quand elle va voir sa famille qui va se rapprocher du pouvoir. On se rappelle de l'époque, elle est pas tant d'accord. Donc bon, c'est un personnage qui prend des drôles de décisions aussi, qui a pas toujours le choix, qui des fois abandonne un peu certaines batailles. Mais elle m'a énormément touchée. Et surtout, ce que j'ai aimé là-dedans, même s'il aurait pu en avoir plus, ce sont les chapitres par rapport à la sculpture, par rapport à la Pietà. Qu'est-ce qu'elle est, cette Pietà-là? Pourquoi elle surprend à ce point et pourquoi donne-t-elle des mauvaises pensées à ces hommes d'église qui sont censés être au-dessus de tous les soupçons et tous les désirs charnels du monde? Donc pour moi, dans cette histoire-là, il y avait un vrai souffle romanesque. On voit passer une partie de l'histoire à travers les yeux de ces personnages-là. On se demande s'il n'y a pas du réalisme magique dans tout ça. Il y a certains personnages que l'on déteste, mais l'auteur a réussi à les faire exister dans ma tête et moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je vois pourquoi certains n'ont pas aimé, mais avec moi, ça a fonctionné. C'était ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Donc voilà, premier avis, première réussite. Je suis mal placée pour dire de pas les lire, hein? Trouvez-vous? Ensuite, nous allons passer au Goncourt des lycéens qui était Triste Tigre de Neige Sino.
comment parler de cet ouvrage-là? C'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est un document, parce qu'on voit aussi des coupures de journaux. C'est Neige Sino qui nous raconte son enfance, une enfance où elle a été violée à répétition par son beau-père. Et vous savez que moi, j'ai tendance à me sentir voyeuse dans ce genre de récit-là, mais ici, pas du tout. L'autrice a réussi à garder une certaine distance, à nous laisser une certaine distance. On dit les choses, mais c'est jamais glauque. Ça ne tombe jamais dans un sentimentalisme dégoulinant. J'ai trouvé ça super bien fait. On alterne les chapitres où on raconte et les chapitres où elle réfléchit sur la situation, et c'est ceux-là qui, pour moi, font toute la saveur de ce roman-là. C'est difficile de dire qu'on a aimé un tel ouvrage. J'ai trouvé ça bien fait. Je trouve que c'est un ouvrage que tout le monde devrait lire parce que c'est extrêmement touchant. Les choses sont dites telles qu'elles sont. Il n'y a rien qui a été romantisé dans tout ça. Et on réalise à quel point cet événement-là, ce qu'elle a vécu, fait partie de la base sur laquelle elle s'est construite. Et on comprend pourquoi, même plus tard, même quand elles ont parlé, même quand elles ont écrit, ces femmes-là restent profondément marquées par ce qui leur est arrivé. Et la question qui revient là-dedans, c'est pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé à moi? Parce que son bourreau dit « Oui, mais jamais j'aurais fait ça à mes propres enfants. » C'est horrible. Et il y a une autre question qui est hyper intéressante dans tout ça, c'est qu'elle dit à un certain moment donné que ce qui intéresse tout le monde, ce qui est intéressant, ce qui fascine, c'est la psychologie du bourreau. C'est ça que les gens vont rechercher dans les nouvelles. C'est pour ça qu'ils vont suivre cette histoire-là. C'est lui qui est intéressant, pas la victime. Et ça, mais veut pas, ça fait réfléchir, parce que quand on lit des thrillers, quand on lit des romans noirs, des romans psychologiques dans la tête d'une personne qui va vraiment pas bien, on veut comprendre sa psyché, on veut comprendre comment il en est arrivé là. Et après avoir lu ce roman-là, je me sentais presque coupable d'avoir eu cette curiosité-là, parce que de plus en plus, on parle des victimes, puis il faut en parler. Bref, ça fait réfléchir, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, et je suis ravie que ce roman-là ait gagné un prix littéraire, parce que jamais je n'aurais lu cet ouvrage-là sinon. Tu sais, les témoignages, les récits de vie, tout ce qui est autofiction, d'habitude, ouf! Mais là, chapeau, c'était parfait. Donc, je recommande. 2 sur 2. Je sais. Si on passe au prix Femina, il a été attribué également à Triste Tigre de Neige Sino, et le Femina des lycéens a lui été remis à Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Ce roman-là, il a été publié chez Alto l'année dernière ici au Québec. Je ne l'avais pas lu, j'en avais entendu trop de bien, tout le monde m'avait dit que c'était fabuleux, qu'il fallait que je lise ça, que c'était incroyable. Enfin, je l'avais pas lu, tu sais, normal. Ensuite de ça, il a été publié en France, même histoire, c'est donc excellent. C'est comme moi, c'est vers des rétros dans ce temps-là. Mais bon, dans le cadre de cette vidéo-là, j'ai choisi de le lire et il fait partie de mes favoris 2023. J'ai énormément aimé. À ma plus grande surprise d'ailleurs. J'ai d'ailleurs pu rencontrer l'auteur au Salon du Livre de Montréal, j'ai écouté une partie de sa conférence, j'ai pu discuter avec lui également. C'est quelqu'un qui a plein de choses à dire, qui est super sympathique en plus, donc j'étais vraiment contente d'aimer son livre parce que oui, je l'ai rencontré avant de lire le livre. J'étais comme contente. Donc, et j'espère ne pas trop me répéter parce que je sais que ce roman va faire partie de mes favoris, puis je risque d'avoir publié les favoris avant. Je m'excuse si c'est le cas, j'en suis désolée. Donc, on est dans les années 80, on est en Égypte avec un personnage principal qui a fait un peu ce qu'on attendait de lui. Il est au Caire, il est né dans une bonne famille, ils ont quand même une belle maison, son père est médecin, et ce qui est attendu de lui, c'est qu'il soit médecin également. Lui, il décide de suivre la voie qui a été tracée pour lui, mais je pense que ça aurait été difficile de bifurquer avant ça parce qu'il y a quand même une famille qui a un poids, là. Il va donc être médecin, il va se marier, et sa petite rébellion à lui, ça va être qu'il va aller ouvrir une clinique dans une zone très très défavorisée du Caire, parce que le Caire, on a de tout, hein, ceux qui sont allés le savent. Donc, il va presque dans un dépotoir ouvrir une clinique où les gens le payent pratiquement pas, et à cette clinique-là, il va rencontrer une patiente âgée pour qui il peut pas faire tant grand-chose que ça, mais c'est son fils à cette dame-là qui vient le chercher et dit « Venez aider ma mère ». À partir de ça, va se nouer une relation entre les deux hommes. Il va le prendre sous son aile et la relation va évoluer jusqu'à ce que ce ne soit plus vivable pour notre personnage principal, Tarek, qui choisit l'exil. Donc, c'est cette histoire-là qu'on va nous raconter, l'histoire d'un homme qui a pris une décision, qui s'est jeté un peu tête baissée dans une relation, qui va changer toute sa vie, qui va changer son rapport avec tous ceux qui l'entourent, et ça va devenir tellement lourd qu'il va décider de partir.
Donc, bien entendu, ça parle d'homophobie, ça parle d'exil, ça parle de difficulté à s'accepter et d'influence de la famille, du qu'en dira-t-on, surtout dans ces années-là en Égypte. Ça va quand même pas si bien que ça encore maintenant en Égypte, hein, pour les queers. Donc, en 80, ça devait pas être vraiment mieux. Puis, tu sais, les gens qui font des commentaires, là, ils ont même pas honte. Là, je le sais. Dit comme ça a l'air d'une histoire super banale. Puis l'histoire en soi, ben, c'est un peu ça. Sauf que dans la narration, il y a une petite twist narrative dont je ne peux pas vous parler, qui pour moi a fait grimper mon appréciation de ce roman de façon assez exponentielle. En fait, j'aime les narrations particulières. On a une narration qui est au-dessus au départ, ce qui permet d'avoir un petit mystère, ben, qui écrit, pour qui il écrit. Et même si on en devine des parties, je pense que la dernière partie, c'était difficile de la deviner. Du moins, même moi, je ne l'ai pas vu. Et ça a vraiment fait que j'ai beaucoup apprécié ce roman-là. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé le ton, j'ai aimé le jeu narratif. Et c'est accessible. Donc, allez-y, je le recommande à tout le monde. 3 en 3. Vraiment, mon titre, ça marchera pas. Pour avoir un 4e roman, je me suis tournée vers Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Cette fois-ci, c'est un auteur que je connaissais. J'ai aimé ses romans précédents, alors là, mes attentes y étaient dans le plafond. Vous pouvez vous imaginer. Pourtant, le thème au départ, il me tentait pas tant que ça. Et c'est probablement pour ça que j'ai attendu avant de le lire. Ce roman-là, il est sorti il y a un petit bout ici. Hein. C'est comme Ce que je sais de toi, il est sorti au Québec l'année dernière et en France cette année. Et c'est cette année que vraiment les ventes ont explosé, là, à cause de la sortie en France, je crois. Mais je suis zéro dans le monde de la librairie, là. Peut-être que je suis en train de vous dire des conneries. Ici, notre personnage principal, c'est une grande architecte star, une architecte célèbre, elle a ses émissions de télé. Elle est un petit peu multimilliardaire et elle vient de Montréal. Elle a fait des trucs partout dans le monde et là, elle est ravie parce qu'elle a une chance de créer un complexe moderne architectural qui va être en fait le siège... le siège social d'une compagnie qui ressemble un petit peu à Amazon qui s'appelle WeBuy. Excusez, je me fais rire tout ça. J'ai tellement passé de temps dans ma vie à corriger des jeux. Je peux pas croire que des fois je fais l'erreur. Dans sa tête à elle, même si elle fait partie des ultra-riches, c'est une femme de gauche qui veut le bien de la société. Okay? Ça, c'est son schéma de pensée à elle. Dans sa tête, elle exploite le moins de gens possible, elle essaie de rendre les choses accessibles pour tout le monde. Puis il y a sans doute une partie vraie, ça pourrait être pire, clairement. Ce n'est pas une femme qui s'en fiche, ce n'est pas une femme qui veut mal faire au départ. Mais elle fait partie d'une classe sociale qui est pleine de privilèges, qui s'en rend zéro compte, et qui n'a aucune idée de ce qu'est la vie des gens normaux, en fait. Donc, quand elle décide de construire ce grand complexe-là, bien entendu, il y a des détracteurs et on va assister à la chute de ce personnage-là et pas toujours comment on aurait pu penser que ça allait arriver. Est-ce que c'est un roman que je recommanderais à tout le monde? Cette fois-ci, je dirais que c'est moins facile d'accès. Kevin Lambert, c'est une personne qui est très cultivée. Il a fait beaucoup de recherches pour ce roman-là. C'est travaillé, ça paraît. Il y a un souffle à la Marie-Claire Blais. On sent des influences de Proust également. Moi, j'aime ça. Fait que vous pouvez vous imaginer que ça m'a plu. C'est également un homme qui a des idées et qui veut faire passer ses messages dans ses romans. Ici, oui, on parle des ultra-riches, on parle du capitalisme et de la gentrification. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si le parti pris de l'auteur est très clair, il a réussi quand même à mettre des zones de gris. Il y a personne qui est parfait, il y a personne qui n'a que des mauvaises intentions. Oui, il y en a un peu, mais c'est incroyable de voir les excuses qui se donnent, la façon de penser qui est complètement divergente de ce que nous, on pourrait penser pour justifier ce qu'ils font, mais même les protestataires, même les gens qui œuvrent pour la justice sociale, ils sont loin d'être parfaits, ils en font de la connerie, eux autres aussi, là, ils brillent pas toujours par leur intelligence. En tout cas, tout ça pour dire que je suis ressortie de ce roman-là avec un sentiment de malaise assez profond, parce qu'il nous explique une situation et il y a très peu de réponses qui sont apportées dans tout ça. On voit ce qui arrive avec la gentrification, on voit ce que ça peut représenter pour des gens de voir leur quartier démoli, de plus avoir les sous pour y habiter, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Laisser les quartiers à l'abandon, est-ce que c'est vraiment une solution? Il n'y a pas de solution qui est apportée. C'était clairement pas le but du roman. On le sent, je pense que c'était justement de créer ce malaise-là, cette situation-là. Est-ce que tous les projets sont mauvais? Est-ce que des fois il faut faire des choix, choisir le moins pire, même s'il y a des mauvais côtés? Le problème, c'est que les mauvais côtés sont toujours pour les mêmes personnes. Et notre personnage de Céline, qui est quand même fouillée, elle est pas détestable, elle a des œillères, mais elle est pas détestable. Et quand on voit ce qui lui arrive, elle devient clairement la bouc émissaire, même si elle est pas complètement non coupable, c'est clairement pas tout
elle qui doit porter tout ça sur ses épaules et les gens font des choses pour bien paraître. Mais ça en sac des gens, là, c'est pas pour ça. Et on voit que même dans les compagnies qui ont l'air bien sous tout rapport, oups, quand tu vas voir dans quoi ils investissent, oups, on a des petits problèmes à ce niveau-là et on a juste à penser qui va donner le coup fatal à Céline? Bon, fatal, on s'entend, parce que quand on est riche, les choses fatales sont souvent moins fatales. Littérairement, la seule chose que je pourrais reprocher, moi, c'est la scène d'ouverture que j'ai trouvée très, très longue. Et ça, je comprends pourquoi c'est là. Ça nous montre les très riches avec leurs insécurités. On voit leur mode de vie, leur façon de penser. Et dans cette scène-là, on est dans une grande fête, très glamour, très, très chic. Tout le monde est persuadé de sa propre supériorité. Et je dois avouer que personne n'est très, très, très sympathique. Mais parce que c'est tellement bien écrit, avec moi, ça l'a passé. Il y a énormément de personnes qui vont arrêter là, qui vont trouver ça illisible. La première phrase, je pense qu'elle fait 3 pages. J'exagère pas. Ceci dit, la réflexion, elle est intéressante. C'est clairement anticapitaliste, mais il n'a pas poussé dans la caricature. Un petit peu, mais pas tant quand même. Et on sort de là un peu enragé de voir à quel point nos lois, notre système fait que cette petite minorité d'ultra-riches prennent toutes les décisions et mènent le monde. Et ça fait... Bref, voilà. Je pense que c'est un roman qui passe ou qui casse. Certains peuvent être rebutés par l'écriture qui est quand même soignée, travaillée. Elle est exigeante, cette écriture-là. Et il y en a d'autres qui vont être peut-être dérangés par le manque de résolution. Moi, j'ai beaucoup aimé les passages sur l'architecture. J'aurais aimé ça en avoir plus. J'aurais aimé ça avoir des photos. En tout cas. Mais malgré le malaise qu'il a causé chez moi, et peut-être à cause de ce malaise-là, c'est un roman qui m'a quand même marqué. Même si je ne le recommanderais pas à tous. Ça fait donc le tour pour les 4 prix littéraires que j'ai lus cette année. Je prévois le refaire l'année prochaine, idéalement pas avec 6 mois de retard, mais bon, c'est moi. Je pense que si vous me suivez, vous commencez à être habitué. Et maintenant, dites-moi tout dans les commentaires. Je veux savoir, est-ce que vous avez lu ces romans? Est-ce que vous les avez aimés? Si vous n'avez pas aimé, là, osez me dire pourquoi. J'aime ça discuter, j'aime ça voir les différents points de vue, ça me plaît. Jamais de ma vie, je n'ai attaqué quelqu'un parce qu'il n'avait pas aimé un livre que moi j'aime, ok? Ça n'arrivera pas sur cette chaîne. Si vous êtes encore là et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez me mettre un petit emoji de fête, parce que gagner un prix, ben, c'est la fête. Surtout les prix parisiens, Paris est une fête. Ok, j'arrête. Vous pouvez également liker la vidéo ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!